Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, encore une fois, l'IA au cœur de toutes nos discussions ce soir et avec des géants. On parlait beaucoup de ce géant américain dans les puces, évidemment, NVIDIA. Et là, nous allons parler de TSMC dans un instant avec nos trois débatteurs du soir que je vous présente tout de suite. Christophe Holnet, bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. À tes côtés, Jean-Baptiste Kev. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut. Fondateur de Kyber, donc pour le contrôle d'objets à distance, d'objets connectés à distance. Et puis, moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est toujours l'open source. Et tu viendras peut-être mi-juin nous parler d'une actualité autour de Kyber, justement. On espère. On découvrira tout cela ensemble d'ici là. Mais là, ce soir, on va parler tech avec toi et avec nous également Didier Sens. Bonsoir Didier. Salut. Figure historique dans le journalisme tech. On est très heureux d'avoir avec nous ce soir. Et puis, on salue François Sorel qui nous regarde peut-être depuis un petit coin de soleil quelque part en France. Allez, messieurs, on démarre. L'IA, alors, c'est l'IA qui est sans doute à l'origine de ce record de profit pour le Taïwanais TSMC, TSMC qui fabrique les puces. Donc, je le disais, la moitié de la capitalisation de la bourse de Taïwan, plus 58% de croissance de son bénéfice au premier trimestre. Alors, évidemment, ses plus gros clients, c'est des Nvidia, c'est Apple, enfin, ce sont tous ces gens-là. Est-ce que TSMC est devenu un monopole critique, en tout cas, dans le parti supercalculateur ? Alors, partie supercalculateur, je ne sais pas, mais dans la fabrication des puces, actuellement, ils ont le quasi-monopole. Il n'y a personne qui a des usines aussi productives et aussi développées que TSMC. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte qui n'existait pas dans les années 80. Elle a commencé à démarrer petit à petit pour devenir ce géant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fabrique les microprocesseurs et les microcontrôleurs qui sont utilisés, comme tu le disais, dans les cartes Nvidia, dans les iPhones, dans énormément de matériel électronique. Ils ont pratiquement le monopole. Je crois qu'ils ont 50% de la valeur du marché des microprocesseurs, ce qui est énorme, donc la moitié du marché. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont réalisé des bénéfices records, alors que le contexte économique n'est pas très rassurant en ce moment. Même le contexte logistique. Même le contexte logistique. Ça se promène à travers le monde. Voilà. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont immunisés ? C'est-à-dire qu'ils ont vraiment les moyens de se débrouiller tout seuls sans subir les problèmes géopolitiques mondiaux ? Ou est-ce qu'on n'anticipe pas un peu trop notre joie, parce que finalement, le gros problème de ce type d'usine, c'est qu'elles sont très demandeuses d'hélium, et on le sait. Oui. Une grande majorité. Là, on a notre Français Air Liquide qui joue sa carte aussi dans le domaine. Pour l'instant, le premier producteur, c'est le Qatar. Et le Qatar, il est un peu bloqué dans le détroit d'Ormuz. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir, mais en tout cas, on peut se réjouir de voir que cette entreprise qui était vraiment un pari mené par le gouvernement de Taïwan est en réussite totale. J'en profite pour dire que c'est un super exemple de ce que peut faire une politique volontariste à cette échelle, quand on l'amène bien. Encore une fois, les semi-conducteurs à Taïwan, c'était quelque chose qui était vraiment annexe au début de l'informatique. Et c'est devenu, par la volonté politique du pouvoir local, l'industrie qui fait briller Taïwan à travers le monde. Qui les sauve, je ne sais pas, on verra ça en 2027, mais qui les protège pour l'instant par rapport à son voisin chinois. 2/3 de leurs ventes en plus 3 nanomètres, Jean-Baptiste. Oui, c'est impressionnant, comme dit, une entreprise qui n'existait pas il y a encore plusieurs années. Comment tu vois ? Est-ce qu'en plus, on pensait que ceux qui dégageaient surtout de la valeur, c'était des gens comme Nvidia, mais on se rend compte que TSMC sort de la valeur aussi de cette compagnie. En fait, surtout TSMC, ça a été le premier qui s'est focalisé vraiment sur de la fabrication. Parce que le modèle classique pendant très longtemps, et c'est celui qui a gardé Intel jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était donc d'avoir des gens qui fabriquaient, qui designaient des puces et qui allaient jusqu'à la fabrication. C'est ce que fait Intel encore, c'est ce que fait un peu ST Micro.
Eux, ils ont dit non, nous on fait que de la fabrication, et c'est un pari qui est arrivé en même temps qu'on commençait à avoir justement des gens qui étaient des fabless comme Nvidia, des gens qui dessinent les puces et qui demandent à d'autres. Oui, comme ARM. Non, ARM fabrique de l'IP pour d'autres gens qui vont fabriquer des puces. Donc encore en amont. Ils sont encore en amont. Tu as raison. Par exemple, ARM vend sa licence à Nvidia. Nvidia design des puces. Les puces sont fabriquées par TSMC. Et en fait, surtout, ils sont arrivés, et ça a été une très bonne analyse de leur part, ils sont arrivés justement où il y a des gens, la complexité des puces en design est devenue très forte, donc il y a des gens qui ont commencé à faire de la fab, des fabless, et puis surtout, en fait, les fabs ont commencé à coûter de plus en plus cher. C'est-à-dire que, et ça, il faut le comprendre, alors attention, hein, 3 nanomètres, ça ne veut rien dire. Soyons très très clairs, il n'y a nulle part dans la puce ces 3 nanomètres, mais c'est pas grave, c'est une explication de la descente de l'échelle. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est à leur niveau. Ceux qui sont derrière, c'est Intel et Samsung, hein, mais grosso modo, ils sont que 3 dans le monde à être capables de fabriquer des puces de cet ordre-là, et ils sont toujours en avance. Et il faut comprendre surtout que le coût d'une fab a augmenté à chaque génération. C'est-à-dire que comme on arrive sur, puisqu'on arrive à, on va bientôt plus parler en nanomètres, on va parler en angstrom, hein, bien sûr, donc on va arriver à des endroits où on a 30, 40 atomes de silicium, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'ordre de grandeur. Il faut arriver à une pureté du silicium, hein, on parle de 9 il y a beaucoup de 9N. Je reviens sur les puces 3 nanomètres. Il y a beaucoup de déchets. Plus on descend, alors justement, plus il y a des déchets. En fait, c'est que tu es obligé d'avoir du silicium, c'est ce que j'allais dire, qu'on appelle à 9N. C'est-à-dire c'est 99,9999 de pureté. 9 fois, donc c'est absolument délirant, puisque le sable que tu vas avoir sur ta plage, il est à 80%, tu vois, donc pour te donner un ordre de grandeur. Donc il faut du silicium de très très forte qualité. C'est assez difficile de le produire comme ça. Il faut... C'est-à-dire que tu es tu es 100 fois, 1000 fois plus petit que la moindre poussière. Donc, c'est des endroits qui sont des salles blanches qui sont tellement pures que, c'est 1000 fois plus pur qu'une salle de chirurgie. Tu vois, l'ordre de grandeur. Et surtout, il faut arriver. Donc, au début, en fait, ce que tu faisais, c'était vraiment l'idée d'une radio. Hein, c'est-à-dire, tu envoyais de la lumière la galette sur la galette et ça imprimé avec des rayonnements. Et puis, tu mettais de la chimie pour fixer ça. Ensuite, tu es passé à des rayonnements beaucoup plus petits. Et puis encore beaucoup plus petit, on est passé à des rayonnements beaucoup plus forts, de l'ultraviolet, et donc c'est toute la partie de lithographie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le leader qui fabrique les machines de lithographie pour TSMC, d'ailleurs ASML. Et Christophe Fouquet, le patron d'ASML, on l'a annoncé à Vivatech, d'ailleurs, il sera des invités de Vivatech. Qui est hollandais. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, une fab 3 nanomètres, l'ordre de grandeur d'investissement, c'est 10 milliards. Ouais. Donc en fait, tu as un problème qui n'est pas juste un problème technique, qui est un problème d'investissement. Il faut avoir assez d'argent pour pouvoir se relancer. Le fine-tuning, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, la précision, elle est absolument incroyable, parce qu'un décalage de quelques angstroms en fait va détruire ta puce et donc va casser ce qu'on appelle le yield, c'est-à-dire que sur une galette, tu vas mettre beaucoup de puces. Et évidemment, si jamais tu as le moindre problème, et en fait, tu jettes ta puce. Or, ta galette de silicium, comme elle est très très pure, elle te coûte très très cher. Donc en fait, le zéro déchet doit être, proche du zéro déchet. Et on se dit que juste la calibration d'une ligne de production en 3 nanomètres, c'est 100 millions de dollars, juste la calibration, avec 100 millions de dollars de déchets. Parce qu'en fait, tu n'es pas capable de fabriquer. C'est pour ça qu'on disait souvent, pour installer les machines ASML, il faut déjà les emmener sur site. Et le temps de les calibrer, mais c'est pas juste la calibration de la lithographie. Il y a énormément de choses, de découpage, de précision. C'est très compliqué. Et le résultat, c'est qu'en fait, comme dans les mémoires, il y a plus que 3 ou 4 fabricants, des gens qui sont capables de fabriquer des puces comme ça, il y en a 3 ou 4. Non, mais c'est vrai que l'exploit technique et toute la logistique qui est mise autour est absolument dingue, et c'est vrai que ça fait une barrière à l'entrée pour les autres. Mais ce que je trouve qui est assez intéressant, assez inédit dans cette vague d'investissement qui va vers l'IA, c'est qu'on a une sorte de triple monopole assez inédit, puisqu'il y a finalement Nvidia qui a, si on regarde les high performance computing, les plus vraiment GPU, ils ont une part de marché ultra dominante, quasi monopolistique, Nvidia. Pour les machines, c'est ASML, et pour l'impression, c'est TSMC. Et
au-delà de ça, on voit qu'il y a des milliards qui affluent vers l'IA. Et quand on regarde où vont les profits, ces 3 acteurs-là en prennent une grosse partie. Je me suis amusé à faire un petit calcul en disant finalement, c'est à la louche, mais pour $20 payés par l'utilisateur pour son abonnement ChatGPT, déjà, ça va faire $25 parce que ChatGPT en perd 5 sur chaque $20 qui vend. Et puis au-delà des 25, après, il y en a la moitié qui va sur ce triangle-là, ce trio infernal, NVIDIA, ASML, TSMC. Donc ils aspirent une partie très, très, très conséquente du profit, l'autre partie étant prise potentiellement par les hyperscalers ou demain les plateformes d'agents. Et pas forcément les LLM. C'est-à-dire qu'on ne parle que des LLM, mais ce n'est pas les LLM en eux-mêmes qui ont aujourd'hui une mécanique profitable. Mais je trouve qu'à travers tout ce que vous dites et ce que disait Didier il y a un instant, il y a cette partie technologique très pointue qui est quand même dingue, mais le risque aussi de toute cette logistique qu'il faut mettre autour. Tu disais récupérer du silicium le plus pur possible, tous les éléments qui viennent constituer tout ça. On parlait d'hélium, voilà, il y a le néon aussi qui doit... C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de single point of failure, c'est-à-dire que si effectivement il y a un acteur à un endroit qui a un problème, si Taïwan se fait bombarder, effectivement, il y a un petit problème. L'hélium, si effectivement il y a certaines de ces supply chains qui sont en fait extrêmement fragiles parce qu'elles dépendent de goulot d'estranglement. Et puis il y a aussi le changement de paradigme, c'est-à-dire que on le voit sur le marché des mémoires qui sont maintenant presque exclusivement dirigés sur le secteur de l'IA. Oui. Donc ça veut dire que les fabricants d'appareils électroniques vont être bientôt en pénurie, en situation de pénurie. Et du coup, ça risque de pénaliser aussi TSMC parce qu'il fournit énormément de ses produits à ces fabricants d'électronique. Donc encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant, on peut se réjouir parce qu'ils ont d'excellents résultats. Maintenant, il ne faut pas non plus voir ça comme une situation figée qui va être en croissance continue. Peut-être figée pour l'Europe, parce que Jean-Baptiste, ce que tu dis. En Europe, ou alors, est-ce que si... Allez, on réussit à mobiliser. Je sais qu'on a Jean Schmitt là, qui vient souvent ici de Jolt Capital. Il nous dit toujours, allez, moi je te trouve 40... Enfin, je te trouve. Si un jour on trouve 40 milliards, on peut se lancer en France dans ce type-là. Mais... en France, donc il y a quand même... Enfin, en France, en Europe. En Europe. Donc, il y a quand même ST Microelectronics, qui est une société franco-italienne, qui est en particulier du côté de Grenoble, à Crolles, mais qui s'est spécialisé dans des processus de gravure qui sont beaucoup plus gros, beaucoup moins fins, avec des investissements qui sont beaucoup plus faibles, mais qui s'est pas mal orienté sur tout ce qui est microcontrôleurs, les STM32, tout ce qui est les MEMS, c'est-à-dire des choses mécaniques. Par exemple, la Wii, si vous vous souvenez, toute la partie des Wiimote, en fait, il y avait des puces importantes faites par ST. Il y en avait dans l'iPhone, mais on n'a jamais été sur les puces, les CPU et les GPU, les puces les plus complexes. Parce que, soyons très clairs, AMD qui nous apportera la solution. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Il n'y a pas l'investissement. Et j'ai envie de te dire, même si tu as 40 milliards, il n'y a pas la demande en fait de clients européens. C'est-à-dire que là, ton intégration, ça sort de chez Taïwan et de TSMC et ça part chez Gigabyte qui va parce qu'en fait, même sur une carte Nvidia, tu as une puce, mais tu as quand même plein d'autres choses. Il faut aussi avoir toutes les usines d'assemblage de cartes, tout l'écosystème. Et pour le moment, elle est juste. En tout cas, voilà, c'était intéressant de revenir sur TSMC parce qu'on parle toujours de Nvidia dans les puces et puis de recadrer un peu toute cette chaîne de valeur. Alors on va remonter un petit peu plus haut dans la chaîne de valeur, c'est l'Europe. Vous savez, vous avez entendu parler évidemment d'Anthropic qui a sorti la dernière version de son LLM Claude, donc branle-bas de combat chez les régulateurs depuis l'arrivée de Mythos, parce que là tout le monde s'inquiète, on l'a vu aux États-Unis. Donc là aujourd'hui, c'est la Fed et le Trésor américain qui ont convoqué dans l'urgence les patrons de toutes les grosses banques de Wall Street. Eh bien, les régulateurs européens s'inquiètent aujourd'hui. On écoute ce que nous en dit Caroline Norisseau avec Simon Tenenbaum et on revient juste après pour en parler. Mythos est devenu la bête noire de tous les régulateurs, y compris en Europe où la Commission européenne est entrée en discussion avec Anthropic pour obtenir davantage d'informations. Une première réunion s'est tenue cette semaine. Le nouveau président de l'autorité bancaire européenne, interrogé sur le sujet lors de sa prise de fonction, lui, n'a pas non plus caché ses inquiétudes. C'est clairement en tête de nos priorités. Nous discutons avec nos partenaires. Selon Bloomberg, la BCE a d'ailleurs convoqué une réunion téléphonique avec les responsables des risques des banques européennes. Le gouvernement britannique, enfin,
TF1, qui lui a déjà pu avoir accès à ce logiciel, s'est fendu d'une lettre pour alerter les entreprises. Mythos est beaucoup plus performant que tous les autres modèles qu'il a pu tester jusqu'ici, souligne-t-il dans cette lettre. Si la menace cyber n'est pas nouvelle, le risque que ce nouveau logiciel puisse détecter des failles dans les systèmes informatiques des établissements financiers est visiblement pris très au sérieux. Voilà, très au sérieux. Après le gouvernement américain, là, ce sont les banques européennes. Alors évidemment, on va couper court aussi à pas mal de choses. Il y a beaucoup de communication aussi autour de ça, de dire, voilà, notre IA est tellement puissante qu'il faut qu'on fasse attention comment on la sorte. Mais quand même, quand on s'adresse, et je crois que Jean-Baptiste, toi, tu as pu la tester, et moi, je discutais avec une autre personne qui l'a testée, il m'a dit quand même... Ça marche plutôt bien. Alors, déjà, il faut remettre un petit peu, il faut un peu rappeler. Mythos n'est pas sorti. Claude Anthropic a lancé aujourd'hui Claude 4.7, donc on n'est pas encore, Mythos n'est pas encore sorti. On en avait déjà parlé. 4.5 c'était pas mal, mais c'était pas incroyable. 4.6, moi je l'utilise pas mal en production sur VLC, sur Kyber. Ça commence à vraiment générer du code de bonne qualité. Là, c'est vrai que la génération suivante. On parle, dis-le bien, on parle des développeurs. C'est pas un modèle comme ChatGPT. Oui, c'est pour des outils de développement. D'ailleurs, voilà. Anthropic s'est énormément focalisé sur la partie Claude Code, qui est donc pour l'aide au développement. Moi, les développeurs ne me parlent plus que de Claude. Quand on parle aux développeurs. Exactement. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas allés sur ChatGPT. Ils ont pris cette niche, mais qui est une grosse niche, parce que c'est tout l'outsourcing qui est donc une énorme industrie. Et donc, ils ont travaillé autour de Claude Code sur la recherche de vulnérabilité. Et déjà, avec 4.6, il y a des choses assez intéressantes sur la partie vulnérabilité de sécurité. Et là, il y a énormément de choses qui ont été entraînées pour Mythos sur ce sujet-là. Et donc, évidemment, ils trouvent des failles que tu ne trouvais pas avant. Nous, on va devoir sortir une version de VLC dans quelques semaines. Il y a eu un problème avec FFmpeg, c'est ça qui en particulier, exactement, l'année dernière. Qui est au cœur de VLC. FFmpeg, dis-nous. C'est une bibliothèque de codec qui est au cœur de tous les pipelines vidéo. L'année dernière, on s'était un peu pris la tête avec Google à ce sujet-là, parce que notamment, ils avaient pas respecté la façon dont on travaille. Je le dis juste à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Jean-Baptiste Kempf fait partie de l'équipe et vraiment à l'initiative de ce logiciel VLC dont on parle souvent. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est assez intéressant, c'est qu'effectivement, déjà, il y avait des outils très intéressants. Ce qui arrive et ce qu'on a pu pré-tester, c'est une énorme claque. C'est-à-dire que vraiment sur ce sujet-là, ça amène vraiment un grand gain. Mais alors d'abord, c'est pas que pour les banques, c'est pour tout le monde. Oui. Pendant les 6 prochains mois, on va trouver énormément de failles de sécurité. Et puis, en fait, elles vont toutes être trouvées. Ça permet de trouver des failles. Mais en fait, les failles, elles existaient déjà. Donc, à un moment, il vaut mieux réparer les failles de sécurité que les laisser là. Il n'y a pas de raison de paniquer. Les banques, elles ont beaucoup de legacy et peut-être qu'elles s'intéressaient un peu. Enfin, elles sont évidemment très en pointe sur leur cyber, mais peut-être sur leur architecture. Ce que disent les banquiers, c'est que si elle est capable de détecter, si cette IA est capable de détecter les failles de sécurité qu'il y a dans les logiciels, quand tu la files à un pirate, il va s'empresser de passer tous les logiciels auxquels il a accès avec cet outil-là pour découvrir des trucs que les développeurs n'ont pas encore vu. De l'autre côté, tu auras de l'IA pour réparer tes failles. En fait, les banquiers disent, nous, on a un tel déploiement d'outils logiciels qui datent depuis des millions d'années, etc., qu'on n'a pas les moyens de faire les crash tests en temps réel aussi rapidement qu'un pirate viendrait. Les moyens. Les banques ont quand même des bons résultats financiers. Ils ont une habitude. Ils ont d'énormes équipes informatiques. Il va falloir prendre un peu plus la sécurité en compte et peut-être un peu moins les développements de features. Il n'y a pas de raison de paniquer comme ça. Mais c'est plus une histoire de rapidité. On n'était pas habitué à réagir aussi vite. Enfin, voilà, quand on apprenait qu'il y avait des failles, ça mettait pas des mois, mais parfois ça mettait quand même quelques jours avant de corriger, patcher. Là, tout d'un coup, on se dit, oula les gars, c'est pas chaque mardi où on mettra... alors peut-être qu'ils vont enfin prendre la sécurité au cœur de leurs problématiques. Enfin, c'est normal, ça a toujours existé, on était déjà capable de faire, c'est juste que là ça te permet d'aller plus vite, mais ça permet aussi de corriger plus rapidement. Donc à un moment, c'est toujours la même bataille. Christophe. Non, je pense qu'effectivement, il faut dire que ça ne concerne pas juste les banques, effectivement, ça concerne toutes les industries et globalement... je crois que ça peut aussi servir un peu de réveil pour se dire il faut vraiment qu'on prenne la cyber très au sérieux et peut-être d'ailleurs de réallouer un certain nombre de personnes sur ces sujets-là. Là, c'est la BCE. Est-ce que ça veut dire que les régulateurs ils doivent intégrer la régulation financière comme intégrer l'IA comme un facteur de risque aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a l'IA devient, on le voit là, puisque finalement, il va être capable de pouvoir détecter rapidement, en faisant tout un ensemble de tests avec une capacité exponentielle que n'a pas un humain. Et donc après, va s'enclencher plutôt une course entre la détection de la vulnérabilité et puis le fait d'avoir une correction. Ce que je trouve après, pour moi, Anthropic et Claude fassent ça me paraît assez naturel dans la mesure où ils ont ce momentum sur le développement. Ils ont dit que c'était associé très vite avec CrowdStrike, Palo Alto, après, Microsoft, etc. Voilà, et pour eux, c'est aussi la façon dont ils communiquent en termes de communication, c'est assez malin. Parce que si tu veux, ils te disent quand même globalement... ils ont, comme je dis, un momentum important. Tu disais toi-même qu'on te parle que de Claude dans les développements. Les boîtes avec qui je parle, toutes les équipes de développement sont toutes mises. Il y a quand même des performances sur Claude. C'est incroyable. Tu témoignes de ça. Moi, je suis pas. Surtout, le changement, c'est que c'est tellement mieux. C'est-à-dire que donc le changement entre 4.5, 4.6, 4.7, les changements... Tellement mieux, juste pour savoir, tellement mieux en rapidité, tellement mieux en compréhension, en raisonnement et tout ça. La différence, c'est entre un gamin de 15 ans, un junior et un développeur senior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, c'était capable de rien générer. Il y a 2 ans, un petit peu de code. Maintenant, les développeurs sérieux, tout le monde utilise ça. Je ne vous connais pas un développeur sérieux qui n'utilise plus ça. Le changement, il est incroyable et ça produit du code de qualité correcte. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser et tu augmentes véritablement ta productivité. Je l'ai vu chez des patrons techniques qui étaient très réticents parce qu'ils avaient 20-30 ans d'expérience. Ils disaient attends, on va pas développer avec l'IA. Et aujourd'hui, tu as vraiment... ça s'est imposé. Moi, j'ai entendu quelqu'un que je connais qui a une ESN, à peu près 1000 personnes. Il me dit j'avais 30% de développeurs un peu réticents, tout ça. Et depuis que Claude a passé, il en a peut-être 2 ou 3 parce que. Ceux-là, ils ont des problèmes. Oui, mais tu sais, tu auras toujours quelques réticents, mais il dit que c'est vraiment. Je voulais juste mentionner le côté communication, parce qu'Anthropic essaye aussi de se différencier beaucoup dans le côté IA responsable, en disant j'ai un truc. C'est puissant. Je ne veux pas le réaliser tout de suite parce que je veux m'assurer que les garde-fous soient mis en œuvre. Donc, ils restent assez cohérents dans leur communication. Cet angle-là me paraît important à souligner. On ne pourra pas restreindre ces modèles. Enfin, les banques ne vont pas dire on va pas les utiliser. Alors, il y a 2 solutions. Soit on prend ça comme un vrai risque parce qu'effectivement, les pirates peuvent s'en emparer et donc on est à égalité, où ils vont être plus rapides. Voilà. Mais comme le disait Jean-Baptiste tout à l'heure, il serait temps aussi que les entreprises qui gèrent nos données, nos comptes en banque, notre identité, tout ce qui nous concerne, notre santé, considèrent que la sécurité doit être quand même la base de leur métier, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ils disent nous, notre cœur de métier, les leaks, on en a tout le temps. Mais voilà, ça n'arrête pas. L'éducation nationale, le SFR, donc ça suffit maintenant. Et à chaque fois, c'est nous, les clients, les abonnés, les usagers qui sommes victimes parce qu'on est obligé de changer tous nos mots de passe partout, de refaire tous nos comptes en banque, etc. Donc, je pense que tu en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut intégrer l'IA comme dans la régulation ? Moi, je pense qu'il faudrait commencer par obliger les entreprises qui gèrent nos données à une obligation de résultat, à une obligation de vraie sécurité. Et là, mettre des amendes, mais vraiment sérieuses. Parce que le problème, c'est que les entreprises... sur les doigts. Voilà, ils sont tapés sur les doigts. Après, ils disent on a compensé comme on a pu, on a corrigé, etc. Non, là, il faut vraiment que ce genre d'outils mette la puce à l'oreille de ces gens et qui se disent, maintenant, il va falloir vraiment mettre des murailles très très épaisses. Oui, puis on va reparler dans un instant. Je pense juste après la pause, on parlera la petite pause d'OpenAI qui défie Claude Mythos justement autour de tout ça. Oui, et alors justement, c'est peut-être pas un hasard si du coup, on va en parler avec OpenAI. On va revenir autour de tout ça. Ça veut dire, là, on est dans un univers open source. Alors oui, énormément. Parce que, donc là, moi, je pense que c'est une... Parce que ça, c'est important aussi. Ça va être une forme un peu de panique qu'on va avoir qui n'est pas justifiée à mon avis. Dans les 6 prochains mois, tout le monde va parler de ça et puis ça va rentrer dans le débat, ça va rentrer dans le normal. Par contre, ça va être un énorme gain pour l'open source parce que là, on va parler que des failles de l'open source pendant 6 mois. Mais au bout de 6 mois, tous les projets open source sérieux auront
été vraiment pesé. Et les logiciels propriétaires, c'est eux qui vont avoir du mal, parce que notamment Claude Code, quand tu lui donnes l'accès à tout le code, il est capable de le faire, donc il va avoir énormément d'attaques, mais surtout, après, ça va augmenter le niveau de la sécurité des logiciels open source de façon très très importante. Allez, on va essayer de traiter ce sujet-là avant la pause, juste en quelques minutes. OpenAI qui défie donc Claude Mythos avec GPT 5.4 en disant justement, en prévision de l'arrivée au cours des prochains mois des modèles OpenAI de plus en plus performants, nous affinons, c'est OpenAI qui le dit, nos modèles spécifiquement pour permettre des cas d'utilisation défensif en matière de cyber. Et c'est pour ça qu'on sort notre version. Alors, donc c'est deux choses. Du berger à un autre berger, là, pour le coup. D'abord, ils sont obligés de réagir, parce que le problème, c'est que malheureusement, OpenAI, qui était précurseur dans beaucoup de domaines, est devenu un suiveur. On l'a vu avec Gemini, on le voit maintenant avec Anthropic, etc. Et puis, ils doivent réagir parce qu'ils vont rentrer en bourse bientôt. Ils doivent donner des gages de dire, regardez, on est une entreprise qui avance et qui est sur les grandes tendances du marché. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est peut-être un détail technique, mais ce que dit OpenAI, c'est nous, on ne travaille pas sur le code, on travaille sur le logiciel. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'analyser les lignes de code, on peut voir ces vulnérabilités en exécution, ce qui est quand même une grosse différence par rapport à Claude, qui descend dans le... Voilà, et d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'avec cette particularité, on peut même analyser les capacités des spyware, des virus, des logiciels malveillants pour lesquels on n'a pas forcément accès au code non plus. Baptiste. Là, ils sont obligés de réagir, parce que ça fait vraiment parler partout. Tout le monde ne parle que de ça. Le problème, c'est que ils ont été quand même Codex, c'est quand même une réponse un peu tardive. Ils sont vraiment en retard par Codex, qui est l'outil de développement d'OpenAI, concurrent de Claude Code. Voilà, et là, ils sont un petit peu en retard, mais ils prennent justement cette approche un peu systémique, pen testing, et pas juste dans le code, ce qui est une approche intéressante. De toute façon, il faudra utiliser les deux parce que c'est la seule façon de travailler correctement. Ce qui est étonnant, non, mais dans l'évolution de la communication, on parlait de la communication à une époque sur tous ces modèles. Alors, outils de développement, je mets les modèles de façon générale, c'était la performance, la vitesse. On est passé à un moment, on a un peu parlé d'éthique, et maintenant on est venu sur la cyber. Oui, parce que je suis en train d'analyser chacun des pans de tous ces modèles. Ouais. Moi, je vais juste répéter ce qui a été dit. Ils ont effectivement dû réagir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, le fait de dire, je vais pouvoir finalement regarder le code dans son exécution en testant tout un ensemble de scénarios de simulation pour voir, finalement, je vais sur un système bancaire, je vais faire 1000 façons de rentrer un numéro de compte. Je vais identifier qu'à un moment, ça répond différemment parce qu'il s'est passé quelque chose et je vais peut-être potentiellement imaginer des failles dans l'exécution, dans l'implémentation. Donc ça semble être un petit peu différent de l'analyse pure et simple du code. Mais ça revient à la même chose. C'est sûr que de toute façon, on va devoir libérer des outils qui permettront aux entreprises d'avoir une sorte de jumeau numérique de son système d'information pour le tester en permanence avec tout un ensemble de scénarios d'attaque. On voit aujourd'hui ça sur les outils cyber particulièrement, avec des tas d'outils à base d'IA qui permettent de simuler un grand nombre d'attaques. Juste une dernière question là-dessus, ça voudrait dire qu'il faudrait une certification un jour obligatoire de ces logiciels? Jamais tu arriveras à certifier, c'est beaucoup trop complexe. Ouais. Et surtout, c'est beaucoup trop changeant. Et ça va très très vite. Et ça va aller d'autant plus vite. C'est-à-dire que là, autant de certifier, le changement en 2 ans, imagine dans 5 ans. Dans 5 ans, les productions de code et d'analyse de sécurité, on va être loin. Bon, voilà, une belle page sur l'IA, mais on va encore parler dans un instant parce que vous allez voir que tout ne se passe pas comme prévu chez Apple. On envoie même des gens en stage. Alors, pas en stage de mise au vert, mais en stage de mise à l'IA. On va en parler, on parlera satellite aussi dans un instant. Et puis, tu en reviendras un peu par les puces avec AMD qui renforce son partenariat avec le gouvernement français. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h, Tech & Co la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Débrief de la tech, on a beaucoup parlé hier, on va continuer avec nos débriefeurs du jour. Christophe Holnet, Senior Advisor chez 7-2, Didier Sange, journaliste tech, et Jean-Baptiste Kemp, fondateur de Kyber, et aussi fondateur, je l'ai rappelé tout à l'heure, de VLC, vous savez, ce logiciel absolument incroyable que vous utilisez certainement. Voilà, donc c'est Jean-Baptiste qui en est à l'origine. Et on est très heureux de l'avoir avec nous. Messieurs, on a parlé de tous ces sujets autour d'OpenAI, de tout le monde qui s'inquiète, de Claude Mythos. Là, je voudrais qu'on parle justement d'un autre acteur, Apple. Oui, enfin, on reparle aussi de Claude Code, du coup. Oui, qui s'inquiète tellement pour son IA Siri qui tarde, on ne sait pas dans quel état ça va et quand ça va sortir, qu'il envoie, écoutez bien, ses ingénieurs IA en stage de remise à niveau. Alors, on ne sait pas où. Je ne sais pas s'ils vont les envoyer chez OpenAI ou chez Google ou chez quelqu'un d'autre, mais c'est quand même incroyable. Je ne pense pas que ce soit Apple qui ait communiqué lui-même là-dessus. Je crois comprendre que c'est une fuite qui n'est pas vraiment très bien intentionnée, parce que ça veut quand même c'est assez dévastateur comme message. Oui, ça veut quand même dire. On vient de voir que nous, je veux dire, avec je travaille avec 7-2, ça fait 2 ans qu'on est derrière toutes les équipes de développement de nos participations. Il y a parfois de la legacy, il y a peut-être un peu moins de moyens pour leur dire mettez-vous à l'IA générative, et je veux dire, le message il passe partout. On voit à quel point c'est devenu un credo dans toutes les équipes de développement. Se dire que chez Apple on a besoin d'envoyer des gens en formation, c'est pas un message très positif. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que c'est une façon aussi de nous préparer au fait que beaucoup de gens portent espoir sur ce qu'ils vont annoncer à la développeur conférence en juin? Mais bon, au fur et à mesure des émissions ici, on se dit, ils n'avancent pas beaucoup sur l'IA, et probablement, c'est peut-être quelque chose qui va leur servir à dire, oui, non, mais attendez, on est en train de s'y mettre, ce sera pour plus tard. Mais je pense que globalement, le message, il n'est pas très positif sur la capacité, sur la capacité d'Apple à vraiment monter dans le train de l'IA et à se mettre dans la locomotive. Moi j'ai une lecture, je vais me retourner vers Didier qui suit Apple évidemment depuis de nombreuses années. Apple qui fêtait ses 50 ans, on a fait une belle émission que vous pourrez retrouver en replay d'ailleurs sur le site. Didier, tu nous disais que tu étais à des lancements des tout premiers. Oui. Et je me demande, moi, si... la première réflexion, Apple, c'est quand même une société hardware avant tout, et dans l'ADN, c'est du hardware, et donc dans le logiciel, ils ont toujours du mal. Non, alors je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce qu'ils ont prouvé que, soit par des rachats d'entreprises, avec Clarisse à l'époque... C'est les gens du hardware qui mènent la barre. Non, je pense il y a eu une équipe un peu vieillissante. C'était Gian Andrea qui était responsable de l'IA chez Apple, qui a pas vu arriver le truc, donc il l'a payé assez cher, parce qu'ils l'ont mis en pré-retraite, et maintenant il est remplacé par Craig Federighi. Je pense que c'est pas dans la culture d'entreprise d'utiliser de l'IA, et surtout parce que chez Apple, c'est pas dans la culture d'entreprise d'utiliser des choses qui viennent d'ailleurs. Déjà, quand on leur a annoncé que Siri, quand Tim Cook a dit que Siri était maintenant complètement démodé et qu'il fallait utiliser des outils de Gemini, enfin de ChatGPT d'abord et Gemini après, les mecs ils se sont dit mais on est où? Parce qu'ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau en ce qui concerne l'IA. Mais je pense que c'est décorrélé du fait d'intégrer les outils externes à Siri. Je pense que c'est tout simplement pour dire à ces équipes de développeurs, tout le monde utilise maintenant Claude Code, Codex, etc. pour faire ses développements. Pourquoi est-ce que chez nous, ça n'est pas encore rentré dans les mœurs? Je pense que c'est ça l'idée. Et qu'ils ne se sont pas suffisamment remis en question. Et comme ils n'ont pas senti arriver le vent de l'IA générative, qu'ils n'ont pas eu cette curiosité d'aller vers ces outils-là, on leur a dit, bon, maintenant, allez regarder comment ça se passe. Revenez après avec une expérience qui nous permettra... Je suis d'accord avec toi. Moi, je reste sur mon idée que ça a toujours été les gars du hard qui ont... Non, mais c'est pas vrai. Regarde les iOS, excuse-moi, iOS, macOS... Oui, mais c'est venu en support du hardware. Enfin, Jean-Baptiste. Moi, ce qui me gêne beaucoup sur cette information, c'est qu'on ne sait pas si c'est Apple qui envoie ses ingénieurs au global qui font du logiciel ou à utiliser des outils d'IA pour coder, ou est-ce que c'est les gens qui sont les ingénieurs IA
d'Apple qui travaillent justement sur Siri et Apple Intelligence qu'on envoie en stage. Et bizarrement, je pense que c'est la première solution. J'ai la même lecture que Didier. Pour moi, ça n'a pas lié avec Apple Intelligence, c'est lié à grosso modo, à mon avis, les équipes la partie de code dont on a parlé tout à l'heure pour améliorer. Ils n'ont pas cette habitude de le faire. Les tools de développement, je suis désolé, d'Apple sont quand même pas terribles. C'était très bien il y a quelques années. Ils n'attirent plus. Est-ce qu'ils ont perdu la guerre des talents aussi quelque part ? En fait, ils ont fait des choix qui avaient du sens à un certain moment et qui aujourd'hui, Xcode, c'est un monolithe. Et ce qui fait que c'est pas très agréable d'avancer là-dessus. Swift était sympa, c'était une belle. Swift était sympa, mais c'était une bonne idée, mais finalement, ça n'a pas été adopté à l'extérieur d'Apple. Je pense, en tout cas, et malheureusement, je suis un peu entre vous deux, c'est que Apple, c'est une des seules boîtes qui est capable de faire du bon hard et du bon soft, mais ça reste quand même. Donc c'est très très équilibré. La seule autre boîte qui fait ça, c'est Nvidia, qui est capable de faire et du soft et du hard. D'ailleurs, c'est les plus grosses capitalisations au monde. Mais c'est vrai que chez Apple, il y a quand même encore ce côté où le hard est encore un peu plus fort. Et on a eu des très très belles versions de iOS et très belles versions de macOS. Et dernièrement, des versions qui sont pas incroyables. Est-ce que, et pourtant, Steve Jobs était l'un des défenseurs de ce côté échec, on revient en arrière, on repart et tout ça. Mais est-ce que ça a été c'est pas été un peu ça aussi l'erreur d'Apple ? Je pose la question, de savoir, ils veulent tout de suite optimiser au maximum et du coup, ils n'explorent pas d'autres pistes. Non, j'ai pas cette impression, mais c'est juste qu'en fait, c'est une organisation interne, loi de Conway évidemment, qui fait que c'est plein de petites équipes. Oui. Et donc, pour faire un petit logiciel, ça marche pas mal. Et puis, ils ont un cycle. D'ailleurs, il y avait une guerre un peu interne. Enfin, une guerre interne. Il y avait des batailles. Mais par exemple, tu vois, il y a des fois, il va falloir accélérer en fait énormément le nombre de fonctionnalités pour la concurrence. Et c'est ce moment-là où c'est un peu plus difficile parce que tu vois, par exemple, Mail, il y a une petite équipe qui gère l'application Mail. Et puis, cette application Mail, elle est mise à jour qu'une fois par an. Et ils ont déjà eu le problème autour de Safari où il a fallu accélérer en fait les releases de Safari plus rapides que les versions de macOS et d'iOS pour des questions de sécurité principalement, mais pas seulement. Donc, il y a peut-être une question d'orga, mais je veux dire, c'est normal. Toutes les sociétés le font. Moi, je serais, désolé, mais je serais chez Microsoft. C'est surtout chez Microsoft qu'il faudrait aller former les gens à faire plus d'IA. Quand on voit les catastrophes dans Windows 11, dernièrement, il y en a quand même plusieurs. Toutes les grosses sociétés qui font du logiciel, qui ont évidemment des populations très très différentes avec des juniors et des gens qui sont seniors, voire très très seniors, proches de la retraite, vont devoir se mettre à niveau et réfléchir. Cette news me paraît un peu surexplosée, quoi. Ils auraient raté la guerre des talents aussi un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas assez les meilleurs vont pas forcément. C'est plus Apple qu'ils ont en ligne de mire, voire même Meta, c'est OpenAI, Google. On est entièrement d'accord. Ils ont et d'ailleurs les défections successives des gens qui étaient censés s'occuper de l'IA chez Apple le prouvent. C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas dans leur culture à eux. Ce qui est dommage parce que c'était des pionniers à l'époque où il fallait imaginer ce que pouvait être l'ordinateur de demain. Mais le fait est que maintenant, quand tu penses IA, tu penses pas aller bosser chez Apple. Tu penses aller bosser chez Google. Tu penses aller bosser chez Meta, chez OpenAI, où tu rêves d'aller. Ça pose aussi la question plus stratégique pour Apple de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'IA. Est-ce qu'ils vont arriver eux-mêmes à sortir quelque chose ou est-ce que, on peut en douter, ou finalement, quelle est pas dans l'immédiat en tout cas. Ouais. Ça, quelle est l'alliance qu'ils vont devoir choisir ? Est-ce qu'ils ont intérêt mais même est-ce que leur architecture est faite pour travailler avec les... Alors peut-être en 2 temps, comme ce qu'ils ont commencé à faire en disant il y a une première couche qu'on arrive à faire et on s'allie à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'OpenAI est le bon partenaire ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Gemini ? Non, probablement non. Est-ce qu'ils devraient travailler plus avec Anthropic, être plus agnostiques ? Je pense qu'ils ont on va voir ce qu'ils annoncent et comment ça avance, mais ils ont ils auraient dû racheter Perplexity au moment où on en parlait. Un gros sujet parce que Perplexity, c'est un super intégrateur. Oui, c'est un super intégrateur de toutes les IA possibles et imaginables. Et ils ont un vrai savoir-faire là-dedans. Et ça leur aurait donné. un produit Perplexity. Absolument. Un produit qui allait bien avec l'ADN d'Apple. Exactement. Voilà. On est d'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va suivre la formation. On va leur dire. On va suivre la formation de ces ingénieurs Apple. On va s'élever un peu
peu dans les airs, prendre un peu d'altitude, c'est le cas de le dire, avec Globalstar. Vous savez, en attendant, alors c'est Amazon, en attendant le lancement effectif d'Amazon Léo, hein, la constellation d'Amazon, Amazon a poursuivi d'investissements massifs. Là, c'est 11,5 milliards qu'ils investissent dans Globalstar, qui a plus de 200 satellites. Ils rachètent la boîte. Oui, ils rachètent. Oui. Ouais, 200. Alors il y a Apple qui a un peu de pourcentage. Enfin, voilà, ils reprennent l'intégralité. Et Amazon revendique plus de 200 satellites. Je crois que c'est ça, un Globalstar. C'est très peu. Globalstar, ils n'ont pas beaucoup de satellites. Non, ils n'ont pas beaucoup. C'est en dizaines. Ils ont 48. Enfin bref, ils n'ont pas beaucoup. C'est pas une constellation. Voilà, et c'est plutôt de leur partie Amazon Léo. Ils doivent en avoir 200 en orbite pour l'instant. Low orbit. Ça y est, enfin voilà, on va dire que l'orbite basse aujourd'hui, c'est le nouveau terrain de jeu de tous ces acteurs. C'est une extension naturelle pour plein de raisons, à la fois la connexion globale, mais aussi potentiellement le direct to cell, donc la capacité à pouvoir adresser directement les téléphones depuis des orbites satellitaires. Et Musk a investi massivement là avec SpaceX et le rachat d'EchoStar. Et en fait, déjà à l'époque, ce qu'il avait cherché, la façon dont on avait justifié l'acquisition, c'était par les licences, notamment d'exploitation des fréquences, qui étaient possédées par EchoStar. Et de la même façon, Globalstar a deux atouts, à mon avis, intéressants pour Amazon. Il y a la première fois, on se dit ils achètent une constellation de satellites. Non, pas du tout. Ils achètent des fréquences et une relation avec Apple, qui a quand même puisque Apple, je ne sais pas s'ils vont rester actionnaires, mais ils étaient. Il faut expliquer que quand on utilise la connexion satellite, effectivement, tu as raison de préciser, c'est le partenaire de Apple pour la connexion satellitaire, notamment en cas d'urgence. Mais Non, c'est tout. Je voulais juste préciser. On parle de Globalstar en France, ils ne sont pas connus. Il faut être clair. Même aux États-Unis, ils étaient confidentiels jusqu'à ce que Apple explique. D'ailleurs, ils l'ont même pas dit. Ça a été, on l'a appris après coup. Mais leur partenaire pour les appels satellites à Apple, c'est Globalstar. Et donc, effectivement, Amazon, par la même occasion, met la main sur les clients Apple, ce qui est toujours un beau portefeuille à récupérer. Le but derrière tout ça, Jean-Baptiste, est-ce que c'est... parce qu'Amazon a évidemment une entité qui s'appelle AWS. Et le but, c'est de booster aussi cette... moi, je trouve que le créneau, cette offre en disant à des clients potentiels de Léo ou de maintenant Globalstar, en disant en plus vous aurez des prix avec AWS, est-ce que ça pourrait être... Non, je pense que ça c'est juste de la communication. Ce qui est sûr, c'est que Jeff Bezos est en train de revenir de sa pré-retraite d'Amazon. Il a quitté il y a 5 ans. Il suit d'un peu plus près. Autant Amazon, il y a Andy Jassy. Mais voilà, sur ce la partie c'est satellite, ils sont en train de se tirer la bourre là-dessus. Il est clair qu'il y a un vrai sujet sur les orbites basses, entre 400 et 800 km. On peut arriver à des latences assez faibles. C'est un vrai sujet pour nous, pour Kyber par exemple, parce que tu peux avoir effectivement un aller-retour satellitaire dans moins de 100 millisecondes, c'est-à-dire moins que de faire Paris à New York en termes de latence. Donc c'est intéressant. Mais surtout, en fait, il n'y a pas forcément assez... Il n'y a pas forcément plein de places. Il y a des orbites qui sont plus ou moins intéressantes. Donc, il y a aussi une question d'être aux bons endroits, avoir les bonnes fréquences. Et donc, c'est un peu une course. Je suis un peu triste de ne pas voir les Européens se bouger un peu plus autour de OneWeb. Mais... on est d'accord. Ça parce que c'est un enjeu majeur de conquête de l'espace et puis d'occupation après, une fois que... On est transporteur avec Ariane. Ariane en sort... il ne lance pas quand même beaucoup de choses. Là, Starlink, on doit être à 10 000 satellites maintenant. On rappelle, la communication satellite, alors orbite basse, c'est pour la connectivité globale des zones non couvertes, des systèmes de défense, on le voit, dans la guerre en Ukraine, Starlink est très, très présent. C'est aussi de la data. Il y a un vrai enjeu dessus. C'est pas juste un lien de secours. On sent qu'aujourd'hui, il y a l'infrastructure qui est en train de se mettre en place. Oui, c'est très stratégique et c'est aussi stratégique pour la conquête de l'espace, mais c'est aussi être capable de couvrir toute la Terre à n'importe quel endroit. Et pour les gens qui testent en Starlink, ça marche bien quand même. Et il faut regretter, je le remets encore sur la table, c'est que les Européens... Sur le projet OneWeb. On a des
des industries, c'est une histoire d'argent, de lanceurs, des compétences, mais effectivement, de volonté. C'est le problème de faire bosser les Européens ensemble. Ouais. Ça a marché un coup avec Airbus. C'est plus compliqué quand on arrive sur d'autres partenariats. Hein. On a vu avec Quaero, le fameux moteur de recherche qui n'a jamais vu le jour. On le voit régulièrement. Donc, encore une fois, prenons l'exemple de TSMC. Hein, la volonté politique, elle peut parfois faire des miracles. Eh bien, volonté politique, on va y venir pour notre dernier sujet du soir avec vous, débriefeurs, parce que juste après, on continuera à parler avec nos invités suivants de l'IA émotionnelle. Vous verrez des choses qui se passent dans notre cerveau et avec de l'IA, c'est absolument passionnant. Et pour l'instant, on reste sur ce sujet-là. C'est AMD. AMD qui annonce renforcer en tout cas son accord avec le gouvernement français pour accélérer l'innovation, recherche, etc. Alors, on essaie de comprendre tout ça. Est-ce que la France se sécurise une alternative à Nvidia ? Enfin, comment vous voyez cette annonce, Didier ? Je pense que c'est le besoin. D'abord, on n'a pas, nous, on l'a dit tout à l'heure, hein, à part SMT, à part, comment ça s'appelle maintenant ? ST Micro. On n'a pas de fabricant de puces électroniques en Europe qui soit au niveau d'un Intel ou d'un Nvidia. Donc, AMD, c'est un peu le numéro 2, hein, le poulidor du processeur. Qui est revenu un peu plus vite dans la course par rapport à Intel, mais c'est vrai qu'il est là. Voilà, alors ce qui est c'est toujours mieux d'avoir affaire au numéro 2 qu'au numéro 1, ça évite les surprises. Donc je pense que l'enjeu, c'est plutôt lié au développement de vraiment des supercalculateurs, parce qu'il est sur le communiqué, qui est d'ailleurs passablement nébuleux. Oui. Il est beaucoup question du supercalculateur Alice Lecoq, qui est le supercalculateur hyperscalaire, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Exascale. Qui est prévu pour la recherche scientifique, pour l'éducation, pour des tas de choses. On a besoin d'un partenaire hardware dans ce domaine-là. Pourquoi pas eux ? Je peux pas en dire plus. J'ai du mal à mettre ça en perspective. Jean-Baptiste. AMD, c'est plus que le numéro 2, en tout cas sur les puces. Maintenant, c'est quand même quasiment le numéro 1. C'est le numéro 1 pour le serveur. C'est eux qui ils ont quand même dépassé Intel sur quasiment toutes les métriques. En tout cas, je parlais en notoriété, excuse-moi. En technique, ouais. C'était 80-20 à une époque. Et puis, c'est vrai qu'ils ont sur les ordinateurs portables un peu moins, parce que c'est une question de partenariat. Mais en tout cas, pour tous les ordinateurs des gens, des tours et tous les serveurs, ils ont énormément. Mais c'est vrai que sur les puces IA, ils ont une solution qui est très intéressante, hein, qu'on appelle les MI 355, et qui sont de très bonne qualité. Malgré tout, ils sont très loin de Nvidia parce que tu as besoin justement de cette intégration logicielle. L'écosystème développeur au-dessus, oui. Et l'investissement qu'a fait Nvidia, on en a parlé tout à l'heure, ce que je disais, Nvidia, c'est une seule boîte qui a été capable de faire du soft et du hard. Oui. Et résultat, ils ont développé toutes ces couches au-dessus pour faire on appelait ça encore du machine learning à l'époque, et du calcul vectoriel aussi encore avant. C'est toute cette architecture. Et c'est tout ce qui s'appelle, c'est ce qui est en dessous de CUDA, et toutes les bibliothèques de Monte Carlo. C'est-à-dire toi, si tu dois utiliser des processeurs Nvidia, là tu vas venir plugger tes applications avec Kyber. Entre ta puce et quasiment le niveau de programmation, tu as 4 couches importantes qui ont été développées par Nvidia et qui ont été testées pendant 15 ans. Et donc, au moment où l'IA explose, tu sais que tu vas faire un entraînement en utilisant ça, parce que tu as toutes les bibliothèques de multiplication de matrices, d'entraînement de réseaux de neurones, etc. qui sont... Et donc, tu crées cet écosystème de développeurs. C'est un écosystème qui est vertueux, et donc plus tu passes du temps et plus il faut aller vite. Et donc, tu vas pas prendre le risque, si jamais tu entraînes un modèle, le coût d'un entraînement de modèle, ça va être entre 30 millions et 1 milliard. Tu vas pas prendre le risque de pas prendre le leader, parce que tu te rends compte que l'investissement en entraînement, il est très fort. Et donc AMD a du mal à percer. Par contre, AMD a déploie des gros calculateurs, principalement pour des gens qui savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, par exemple, XAI, par exemple, Meta, par exemple, le gouvernement français, dans les applications de défense et autour du CEA. Avec le GENSI, le CEA. Exactement, et ils ont raison, parce que c'est dans des cas où, en fait, tu vas optimiser. Tu sais exactement ce que tu fais, mais les gens sont des gens qui sont
très senior, très expert, et tu peux te permettre d'aller directement sur les couches basses. Tu n'as pas besoin de forcément toute cette abstraction, ou surtout tu vas utiliser la même application que tu vas faire tourner énormément. Donc en fait, tu peux aller débugger et optimiser pour AMD. Et la deuxième remarque, donc il y a des gens qui font de l'entraînement sur AMD, mais surtout le gros marché maintenant, c'est de l'inférence. Et là, il y a une bataille qui est aussi bien même du côté d'Intel, qui a des DPU dans beaucoup de processeurs maintenant, des processeurs du grand public, mais tu as aussi du Groq, du Cerebras, en France un Vesora. Le marché reste ouvert sur l'inférence parce que justement ce que tu veux à la fin c'est une sortie et toi tu n'as pas programmé et finalement les modèles sont un peu pas tous les mêmes, mais en tout cas la base algorithmique de modèles et pas les paramètres est un peu similaire. Donc il y a énormément de choses à faire et puis ils ont une vraie vision, donc c'est assez intéressant de le faire. Oui, mais là, excuse-moi, mais il est dans le communiqué. Dans le communiqué, par contre, j'ai rien compris. Moi, non, on ne parle pas beaucoup d'IA, en fait. Non, mais sur le communiqué, moi, j'ai rien compris. C'est très, très vague. Ouais. Mais j'avais l'impression quand même qu'on parlait, comme on parlait de supercalculateurs, on parle évidemment des puces MI 355 qui sont capables de faire de l'entraînement et de l'inférence. Moi, je trouvais intéressant d'en parler parce qu'il y a ce côté diversification des fournisseurs. C'est qu'on va vers AMD, on essaie peut-être de former un peu nos chercheurs à développer davantage sur AMD pour se défaire peut-être un petit peu de cette emprise, Nvidia. Est-ce que je trouve que ça peut être... Alors non pas que l'Europe va gagner en autonomie en passant par AMD, parce que c'est se lier avec un nouvel acteur, mais voilà, voir un peu une autre porte de sortie. Christophe, comment tu le vois ? Moi, je ne suis pas un spécialiste des différentes offres entre AMD et Nvidia, mais je vois effectivement, je mesure l'adhérence que Nvidia s'est créée avec ses couches successives et le fait qu'il a créé de vrais écosystèmes, qu'AMD reste effectivement peut-être pour le déploiement des puces inférence un acteur intéressant. Je crois qu'il y a un enjeu, pour le gouvernement, il y a un enjeu un peu de communication qui est de montrer qu'il y a une certaine forme, un côté d'attractivité pour un acteur américain, parce qu'ils n'ont pas signé un chèque avec une commande. C'est pas ça. Donc c'est une attractivité je pense qu'ils vont aussi former qui permet les ingénieurs aux différents ministres de montrer qu'on fait des choses, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a une dimension autour de programmes, c'est un grand classique pour les acteurs américains, de programmes pour l'université, accès probablement à des puces à des coûts intéressants pour pouvoir faire des développements, pour pouvoir le donner à des incubateurs de start-up, avoir des mini data centers qui peuvent être de sortes de bac à sable qui sont développés. L'intérêt pour AMD, c'est de former des gens à ses propres couches logicielles. Mais justement, je me demande si la bataille, elle est pas tellement Nvidia, AMD, elle est plus sur qui va contrôler la couche logicielle et qui va contrôler un peu cette partie et la formation aussi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant si ça permet. Parce que Nvidia aujourd'hui, l'intéresser pour passer un accord spécifique avec le gouvernement, c'est plus difficile parce qu'ils ont probablement une. Oui. Je ne les connais pas, mais je pense qu'ils sont ultra dominants et ils ne vont pas perdre de temps à faire ce genre de choses. Alors qu'un acteur qui est le numéro 2 ou le numéro 3, il peut être intéressé, lui, à gagner un peu de visibilité. Et puis peut-être une alternative. Peut-être effectivement de dire aux Européens, nous, on a les solutions plus efficaces, moins chères pour vos data centers, et ça peut être une voie. Mais bon, c'est très... Et on met une pièce dans la problématique de la dépendance numérique, parce que encore une fois, on a affaire à un acteur américain et du jour au lendemain, on va être soumis à des réglementations complètement fantasques du gouvernement américain qui risquent de mettre à mal toute cette... Moi, je le voyais plus sous l'angle attractivité et accès et formation que l'angle souveraineté, personnellement. Il y a deux points quand même à souligner sur cette chose-là. C'est que d'abord, quand même, en Europe, les Français sont quand même assez bons en IA. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de Français au cœur de l'équipe Meta de Llama, au cœur de Gemma, etc. Donc déjà, quand même, et puis aujourd'hui, autour de Yann Lequin, Ami Labs, H, QTI, Mistral, il y a quand même vraiment un côté où quand même les Français sont quand même pas mauvais en IA et en conception, donc ça a du sens. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a quand même un programme européen qui s'appelle les Gigafactories, où justement l'Europe va aider à construire 4, 5, 6, 10 énormes data centers sur lesquels ils vont investir entre 2 et 10 milliards de dollars, et donc plutôt d'euros. Mais donc,
qui va fournir ces puces, même pour AMD, s'ils en fournissent 2, 3 sur les 10, ça fait aussi quand même du chiffre d'affaires. Et il semble évident que la France aura un des programmes de Gigafactory. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Donc c'est aussi un intérêt économique, pour AMD. Voilà, on a essayé d'expliquer un peu tout ça. On a démarré avec les puces, on finit avec les puces. Au milieu, si vous voulez revoir tout ça, écouter tout ça, c'est en podcast évidemment sur notre site ou sur la chaîne YouTube. Merci à tous les trois. Jean-Baptiste Camp, patron de Kyber, Didier Sanz, journaliste tech, et notre ami de 72, Christophe Holnet. Merci à tous les trois. On se revoit très bientôt. On poursuit tout de suite dans un instant le Tech Flash avec Léa Benaïm, tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech. Et on va parler dans notre chronique Tech et Ciné, comment on combine IA, les ondes cérébrales, et puis notre émotion humaine qui va rejoindre des modèles d'IA. On va vous expliquer tout ça dans la demi-heure qui vient. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Tout de suite le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actualité tech aujourd'hui avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et à la une, c'est un record pour TSMC. Le géant taïwanais a publié un bénéfice net en hausse de 58% au premier trimestre. Le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance qui compte parmi ses clients, Nvidia et Apple surfent clairement sur la vague de l'intelligence artificielle. À lui seul, TSMC pèse désormais près de la moitié de la capitalisation de la bourse de Taïwan. Également, dans l'actualité, Google serait en pourparlers avec le Pentagone pour déployer son IA en milieu classifié. Une nouvelle étape pour le géant américain qui a déjà mis son outil Gemini au service des 3 millions de salariés du ministère de la Défense. Si les discussions aboutissent, l'IA de Google pourrait être utilisée sur le terrain pour des missions top secrètes, un contrat que son concurrent dans l'IA Anthropic a lui refusé pour des questions éthiques. Et puis Apple a décidé de ne plus prendre de gants avec ses équipes d'ingénieurs en charge de l'IA et les envoie tout simplement en stage de remise à niveau. Et oui, un stage intensif pour apprendre à coder avec des outils d'IA. C'est ce qui attend l'équipe en charge de Siri. Et pour cause, dans 8 semaines, le 8 juin, Apple doit présenter son assistant vocal 2.0 à l'occasion de la WWDC, une version très attendue mais aussi très en retard. Siri avait été annoncé en grande pompe en juin 2024, mais depuis, il ne s'est clairement rien passé. Également, dans l'actualité, Snap taille dans ses effectifs et supprime près de 1000 postes, soit plus de 15% de sa masse salariale dans le monde. Et pour cause, son PDG, Evan Spiegel, souhaite automatiser la plupart des tâches répétitives avec l'IA. La maison mère de Snapchat espère ainsi économiser plus de 500 millions de dollars par an d'ici le second semestre. Et enfin, Bruxelles dégaine son outil de vérification d'âge pour protéger les mineurs sur les réseaux sociaux. Une annonce faite en grande pompe par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette application sera téléchargeable sur les stores et permettra à un utilisateur de prouver son âge auprès d'une plateforme sans révéler d'autres données personnelles. L'outil serait, selon Bruxelles, techniquement prêt et bientôt disponible. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain pour De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end en compagnie de François Sorel. Une émission à retrouver tous les vendredis sur BFM Business à partir de 21h30 et en podcast replay sur la chaîne YouTube de BFM Tech à partir du vendredi midi. Et au programme cette semaine, la flambée des prix de la RAM qui commence à impacter smartphones et PC. On écoute un extrait. Effectivement, c'est un problème alors qui dépasse la RAM, c'est-à-dire la mémoire vive qui permet aux ordinateurs de tourner, c'est aussi le stockage flash notamment. Et en fait, cette pénurie, si on va juste rappeler ça rapidement, elle est liée à l'explosion des besoins en infrastructure pour faire tourner les IA, tout bêtement. Alors, quand on crée des data centers et qu'on doit avoir des processeurs qui ont besoin de mémoire vive et qu'on a besoin de stockage, on assèche en fait beaucoup de l'offre. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une pénurie pour monsieur et madame tout le monde, parce que c'est beaucoup plus facile pour le triumvirat, c'est-à-dire les 3 grands acteurs qui servent de la mémoire, qui sont, il y a 2 Coréens, SK Hynix et Samsung, et
Micron qui est américain. Donc ce triumvirat, il domine le marché, il sert entre 70 et 90% du marché. Et il a plus intérêt à servir un ensemble de data centers où on va lui commander des milliers de puces d'un coup que de faire des petites commandes à droite, à gauche pour satisfaire Acer, Asus et les autres. Et puis Léa, c'est une alerte cyber qui a été déclenchée par cybermalveillance.gouv.fr. Et oui, elle concerne une faille de sécurité critique dans Adobe Acrobat et Adobe Reader qui pourrait être très prochainement exploitée par des cybercriminels avec un risque important pour la sécurité de vos données. Il est donc primordial de mettre à jour les systèmes concernés. Pour plus d'informations, vous pouvez, si vous êtes en télévision, scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou vous rendre sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, merci Léa. On vous lancera plusieurs alertes comme celle-ci par rapport à ce que vient de nous donner comme information cybermalveillance.gouv.fr. Merci Léa. Allez tout de suite la chronique tech avec BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Raphaël Raffray, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Journaliste BFM Tech. Alors ce soir, direction l'Inde, où l'industrie du cinéma s'apprête à franchir un cap inédit. Tiens, ça intéressera notre invité suivant, Xavier Perret, dans un instant. La sortie du premier film entièrement généré par l'IA. Une révolution technologique qui pourrait rebattre les cartes face à Hollywood. Là, on est à Bollywood. Mais à quel prix ? Et oui, Frédéric, les décors, la mise en scène, même jusqu'aux acteurs, tout a été généré par intelligence artificielle dans Maharaja in Demis, un film indien qui pourrait bien devenir, d'ici la fin de l'été, le premier long métrage de Bollywood, entièrement conçu par IA. Alors, dans une industrie indienne du cinéma très prolifique, avec plus de 2000 films par an, l'IA s'impose déjà comme un nouveau terrain d'expérimentation, loin des freins qu'on a pu observer, notamment à Hollywood. Alors, plusieurs projets indiens ont déjà tenté d'ouvrir la voie sans atteindre les salles obscures. Et ce film, lui, il est adapté d'un célèbre roman indien qui devait bénéficier d'une adaptation au début avec un budget considérable. Mais aujourd'hui, les créateurs revendiquent au contraire une production 10 fois moins coûteuse, sans tournage ni acteur, et même sans décor ni narration, car elle a été entièrement inventée par une machine. Alors, on peut s'imaginer que c'est formidable, mais d'un point de vue technique, quand même, quand on rentre un peu dans le détail, on comprend que la production a rencontré quand même plus de problèmes que prévu, hein, Raphaël. Et oui, tout à fait. Il y a bien eu des entorses au tout IA, notamment la musique du film qui reste entièrement générée par un humain. Et ce n'est pas tout. Derrière cette vitrine technologique, la production n'a pas connu un long fleuve tranquille. Une équipe réduite à 6 personnes a dû composer avec des outils d'IA encore imparfaits, notamment pour produire des visages. Mais ces modèles aussi en constante évolution obligeaient l'équipe à refaire le montage en permanence. En bref, ce film est prévu pour août ou septembre de l'année prochaine. Ce film donc, qui est déjà présenté par ses créateurs comme une étape clé, une expérience qui prouverait que l'IA peut transformer la fabrication du cinéma et à terme peut-être de permettre à n'importe quel créateur, n'importe quel cinéaste, de produire un film qui pourrait peut-être un jour rivaliser avec les géants d'Hollywood. Eh bien, on verra tout ça. Merci Raphaël Raffray, journaliste à BFM Tech. Et dans un instant, on a Xavier Perret. Peut-être qu'un jour aussi, le chroniqueur sera un robot. On va en parler avec lui. Allez, tout de suite, nos invités. On va parler quand l'IA décrypte les neurones avec Hollywood. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, Tech & Ciné. Impressionnant, hein. Bonsoir Xavier Perret. Impressionnant que ce que l'on vient d'entendre à Bollywood. Donc Xavier Perret, directeur des plateformes Data IA chez Microsoft Europe. Merci d'être avec nous. Qui ce soir va être là avec une double casquette. Ouais. Première casquette, on va revenir sur parler tech et ciné avec un sujet assez particulier et justement qui va nous faire basculer dans la deuxième partie où là on sera sur l'accord entre Microsoft et une start-up qui s'appelle Apps, Human Augmented Brain System, avec Olivier Locuffier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Fondateur, merci d'être avec nous. On revient avec vous dans un instant, mais tout de suite, on démarre avec Xavier sur justement cette... Tu viens là ce soir nous raconter comment Hollywood décrypte la tech avec des films des années 70-80 jusqu'aux toutes dernières séries TV. Et ce mois-ci, tu viens nous parler d'un sujet d'innovation IA. C'est le décryptage des ondes cérébrales avec des interfaces neuronales. Oui. Et puis, on va en reparler juste après. Là, avec des exemples très concrets. Là, on est sur les deux cerveaux. On va séparer les cerveaux. Alors, justement. Déjà, c'est quoi l'interface neuronale ? Donc, ça s'appelle le BCI, Brain Computer Interface, en anglais. L'interface neuronale directe, c'est quoi en fait ? C'est une interface de communication directe, en gros, entre
le cerveau et directement l'action, c'est-à-dire vers un device externe, par exemple, un PC, tout simplement. C'est-à-dire que ça, on va s'affranchir finalement de le cerveau qui va agir vis-à-vis des neurones, qui va agir vis-à-vis du muscle, qui va me faire l'usage de la souris, qui va aller sur le PC derrière. Donc on a des électrodes et puis hop, ça donc voilà, c'est le décryptage du cerveau par les ondes cérébrales derrière. Donc à quoi ça sert finalement? Ça sert soit comprendre déjà comment pense le cerveau, c'est-à-dire comment il réagit. C'est-à-dire je suis face à un événement et finalement si j'arrive à décrypter ces ondes cérébrales, finalement je sais si j'ai de la douleur ou pas, par exemple à l'hôpital. Donc on voit bien les intérêts derrière. Je pense qu'on verra avec App certains use cases intéressants. Ou alors c'est aussi pour éventuellement commander une interface, mais pour aller très rapidement. Par exemple dans un avion de chasse, on le verra dans un film. Mais donc j'ai pas besoin de mes mains et de mes pieds, on va dire, voilà, et de mes yeux même derrière. C'est juste le cerveau qui va directement commander l'avion de chasse directement. Et donc ce temps de latence est extrêmement réduit. Et ces technologies, elles peuvent être alors invasives. Voilà, alors, donc ça peut être des on va séparer l'invasif et le non-invasif. C'est l'invasif, c'est des électrodes directement. Il y a des projets comme ça, donc directement dans le cerveau, ce qui fait un peu peur. Mais on va voir que ça nourrit Hollywood fortement, évidemment derrière, ou des casques, ce qu'on va voir plus nettement là, c'est-à-dire non-invasifs, qui vont être capables finalement d'amplifier les ondes cérébrales. Et puis aussi, on va distinguer ce qui est de l'ordre du lien finalement cerveau qui commande, donc un peu unidirectionnel derrière. C'est-à-dire on va analyser finalement ce que le cerveau pense ou ce qu'il veut faire. Et puis aussi le retour, le bidirectionnel, qui fait un peu plus peur. C'est je vais agir sur le cerveau directement pour t'implanter une mémoire, un souvenir, là, une action. Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. Il y en a plein des films. Il y en a plein, tout ça. Justement. Donc on a des considérations éthiques, technologiques, etc. Alors comme toujours, ça fait bien longtemps qu'Hollywood s'est emparé du sujet. On en a évidemment, tu l'as dit, plein de sujets. Ça démarre même dans les années 60. Parce que, oui, c'était ça. L'électroencéphalographie. Oui, parce que si comme tu te souviens dans tes premiers Tech & Co au 19e siècle. Oui, voilà, c'est ça. Si on avait fait un Tech & Co à on les faisait au théâtre, on aurait parlé de l'EEG, c'est-à-dire l'électroencéphalographie. Voilà, tout le monde connaît l'électrocardiogramme pour le cerveau. C'est l'équivalent finalement, c'est l'analyse et puis on va faire des courbes. Donc ça date, pour être très clair, de 1875. Donc ça a été inventé. 1920, ça a été amplifié. C'est un Britannique, non, c'est un neurologue allemand qui a réussi à l'amplifier, Hans Berger. Et ça a été vraiment développé de manière scientifique dans les années 50. Ça tombe bien, c'est là on va recommencer à avoir pas mal de films autour de ça. Puis on va avoir différentes phases en fait. Années 50, c'est les premiers films. Le premier film qui parle vraiment de ça, c'est un film qui s'appelle The Brain Machine. Voilà, un film britannique. En gros, c'est quoi? C'est un physicien qui va analyser le cerveau, qui va se découvrir que c'est le cerveau d'un serial killer. Voilà. En gros, basique. Mais pour ceux qui aiment ce film, qui s'appelle Forbidden Planet, il y a aussi un device qui s'appelle le Krill. Le Krell, exactement. Je crois que dans Wikipédia, on peut les retrouver. Il y en a plus de 70, mais voilà, c'est les phases. Donc, années 50, c'est le début, c'est l'électroencéphalogramme. Années 70-80, c'est le développement de la cybernétique. C'est là où il y a un film qui s'appelle Firefox. Ça n'est pas le navigateur. Oui, non, voilà. C'est Clint Eastwood qui vole un avion russe. Exactement, il vole un avion russe et il va le piloter par la pensée. Et il faut qu'il le pilote en russe, donc il faut qu'il pense en russe. Voilà, je vous ai un peu spoilé derrière. Voilà, c'est déjà, on voit déjà le type d'usage, mais on va trouver plein de films déjà de cette époque-là. Années 90, on va trouver Cyberpunk, réalité virtuelle. Donc là, c'est The Matrix, Johnny Mnemonic. Total Recall, Stranger dont on va reparler. 2000, c'est Avatar, je vais commander à distance quelque chose. Donc évidemment, Avatar, mais c'est aussi Minority Report, c'est un film qui s'appelle Surrogate. Voilà, donc il y a palanquet de films. Et 2010-2020, il y a un shift un peu plus sombre. Là, on passe de les années 70, j'ai peur de perdre mon humanité en faisant ça, à transhumanisme, je vais dépasser mes limites. Donc c'est Inception. Finalement, c'est ça. Je vais upgrade, transcendance, réminiscence. Alors, c'est plein de films en Hans, voilà. Réminiscence pour la petite histoire. C'est Hugh Jackman. C'est une de tes. Voilà, c'est un bon film, mais surtout, il utilise un vrai casque. Voilà, c'est un vrai casque de l'époque, en tout cas, qui était le casque EEG, motif époque, voilà, derrière. Et puis, on en a parlé un petit peu ici. Jusqu'à maintenant, c'est Black Mirror. Dans un des épisodes très récents, il y a un device qui s'appelle le Nubin, qui était accroché là. Et les gens ont tellement tellement voulaient l'avoir, on va dire, qu'on a trouvé des gens qui s'amusaient à l'avoir dans le métro, les ragards, comme s'ils étaient projetés dans leurs souvenirs. Donc on voit bien que la passerelle science-fiction, réalité, elle alimente nos angoisses aussi, nos peurs, et nos fantasmes. Et donc, à partir des années 2010, là, on parle de nanotechnologie. On voit bien que les années 70-80, on va avoir des casques, des gros casques, connectés à des fils. On va avoir un film comme ça des années 80, alors qu'on va avoir plus des puces. Donc ça va résonner avec des projets un peu actuels. Et du coup, ça nous fait évoluer, parce qu'on va faire ce lien avec cinéma et la réalité, entre guillemets, c'est Neuralink, le projet. Voilà, donc finalement, dans ceux qui sont très médiatisés dans ces projets et qui finalement aboutissent, on voit bien que c'est quelque part l'état de recherche des années 80, c'est pour ça qu'on va trouver des films intéressants dans les années 80. Neuralink, c'est évidemment le développement de la puce
et des électrodes du projet dans lequel Elon Musk a investi. Il y a eu un projet avec Microsoft aussi, c'est avec Bill Gates qui avait soutenu un des projets. Je retrouverai une là je ne suis pas totalement sûr. En tout cas, Neuralink avance, puisqu'il y a un premier patient qui s'est implanté pour activer des éléments, déplacer un curseur d'ordinateur par la pensée. Il y a 21 patients aujourd'hui, la FDA qui commence à normaliser. La FDA qui est l'autorité de régulation américaine exactement pour la santé. Donc on rentre vraiment dans les choses très... il y a des concurrents. Il y en a un qui s'appelle Synchron, qui est une espèce d'électrode, un cathéter dans les vaisseaux sanguins. Neuralink, on est invasif. Neuralink, on est complètement invasif. C'est une dizaine d'électrodes. Stentrod, on est plutôt sur les vaisseaux sanguins. Et puis il y a le projet de Sam Altman aussi. Il a investi dans un projet qui s'appelle Merge Lab, qui paraît aussi de manière non invasive, mais avec aussi des thérapies géniques. Tout ça, c'est pour décrypter le cerveau, les ondes cérébrales derrière, indirectement ou directement. Et si on veut vraiment regarder tout ce qui est ondes cérébrales, et on parlera aussi dans un instant d'IA émotionnelle avec notre invité, quel film on doit aller voir ? En fait, il y a deux films que moi je retiens pour conclure. Il y a un film qui s'appelle Strange Days, 1995, derrière, qui exprime assez bien. C'est Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, c'était l'ex-compagne en fait du réalisateur de Terminator, puisque c'est Terminator qui est James Cameron, derrière. Des mineurs aussi, je crois. Et donc, qui a fait des super films comme Des mineurs après, exactement derrière. Et le film a inventé une espèce de calque qui s'appelle le SQUID, qui est le Superconducting Quantum Interference Device, qui va être un device qui va analyser le cerveau et puis aussi me remémorer des souvenirs avec une espèce d'addiction et des drogués là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le SQUID existait déjà à l'époque, de manière magnétique. Et puis en fait, ce film s'est inspiré d'un autre film que je préfère, complètement inconnu. Donc là, je vais perdre tout le monde, mais c'est pas grave. 1983, un film qui s'appelle Brainstorm. Rien à voir avec Brainstorm, la période de brainstorming derrière. C'est en fait Douglas Trumbull, que personne connaît. En fait, c'est celui qui a fait tous les effets spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace, de Blade Runner, les villes Blade Runner. C'est lui. Il a fait Rencontre du troisième type. Le pitch, il est assez simple. C'est des scientifiques inventent un casque qui enregistre sur support technique VHS, on est quand même dans les années 80, donc c'est même de la Betacam, je pense, et qui va rejouer des expériences sensorielles, avec même jusqu'à rejouer une expérience de quelqu'un qui est en train de mourir. Et évidemment, l'armée, les entreprises vont vouloir s'emparer de ça pour en faire un mauvais usage, et la chercheuse femme va évidemment se rebeller contre ça. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il reflète exactement ce qu'on peut penser, imaginer, avoir peur sur ces technologies. Finalement, c'est quoi ? On est toujours un peu fasciné par la lecture et l'écriture du cerveau. En fait, on va voir qu'avec l'IA, etc., c'est un peu différent aujourd'hui. C'est le sujet d'interface utilisateur. C'est-à-dire, à un moment où on déclenche par le cerveau, c'est plus l'interface, c'est plus la voix, c'est plus l'image, c'est autre chose. Donc, comment on le représente au cinéma. Évidemment, il y a aussi ce sujet d'addiction. Finalement, on va voir que des personnages qui ont envie d'être addictifs. Ça ressemble aux réseaux sociaux, au doom scrolling. C'était déjà un peu tentant. Et puis après, on a envie de se faire peur. Et on a envie de se faire peur. Et le quatrième élément qui est intéressant, c'est un sujet d'éthique et de responsabilité, c'est finalement, si ces technologies tombaient dans des mauvaises mains, que se passerait-il ? Donc ça reflète ces angoisses-là, là où aujourd'hui, avoir des technologies et des vrais use cases, ce qu'on va voir juste après. Bon, justement, on va en parler dans un instant. Juste, j'ai retrouvé Jeff Bezos, soutenu par Bill Gates et d'autres investisseurs. Le projet s'appelle Synchron, une start-up qui développe un implant cérébral. C'est celui dont je parlais, donc c'est Synchron, c'est Syntotron, exactement. C'est celui dont je parlais, qui est via cathéter sanguin. Exactement, c'est celui-là. Merci Xavier. Tu restes avec nous parce qu'on va passer du cinéma à la réalité, quelque part, tout de suite avec notre invité suivant. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Voilà, toujours avec nous Xavier Perret, directeur des plateformes Data IA chez Microsoft Europe, et qui là reprend sa casquette Microsoft. On a parlé ciné il y a un instant avec tous ces films. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, réécoutez-nous en podcast, en replay pour noter, parce qu'il y a plusieurs des films, ça donne envie de les revoir là tout d'un coup. Et avec nous Olivier Locuffier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Fondateur de Apps avec un H, parce que c'est Human Augmented Brain System. Voilà, vous faites 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, projection à 12 millions d'euros en 2026. Ça veut dire que c'est important. Donc, on comprend pourquoi Microsoft s'est un peu intéressé à vous en se disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Levée de fonds prévue en 2026. Racontez-nous ce que vous faites autour de l'IA, une technologie dite, alors on ne l'a pas cité dans la chronique de Xavier, de neuro-IA, c'est ça ? Oui, en fait, on développe une intelligence artificielle qui, en fait, nous permet, à la base, on décrypte les ondes cérébrales, donc on a plusieurs algorithmes qui nous permettent de décrypter les ondes. On a fait quelques découvertes scientifiques qui nous permettent... On n'est que sur la partie logicielle. Vous appuyez sur des capteurs, mais qui ne sont pas forcément faits par vous, bien sûr. Ça. En fait, nous, on est vraiment éditeur de logiciels et concepteur d'intelligence artificielle. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est décrypter les ondes avec des algorithmes.
On décrypte notamment que ça peut être la douleur, ça peut être faire de l'authentification forte par les ondes cérébrales ou générer des clés de chiffrement. Aussi comprendre les émotions humaines, comprendre les intentions. En fait, avec nos systèmes, on est capable de décrypter énormément d'éléments. Juste pour comprendre l'entraînement, c'est-à-dire vous allez demander à quelqu'un d'avoir des pensées tristes et vous allez enregistrer en fait, on a des ondes cérébrales. Qui ont été, un peu comme ça oui, c'est un peu ça. En fait, aussi basique. On a des protocoles qui ont été, qui sont brevetés, sur lesquels en fait les personnes passent chez nous. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, dans laquelle elles vont être soumises à énormément d'éléments, donc pour calibrer l'intégralité de leurs émotions. Donc, que ce soit les émotions tristes, les émotions joyeuses, mais aussi toutes les interactions cognitives et les interactions liées à leur niveau d'attention. Et en fait, tous ces éléments-là sont ensuite clusterisés et soumis à des stimuli. Et en fait, après, on va comparer, lorsque la personne est soumise à ce stimuli, comment son clone virtuel va réagir face à elle, pour vérifier que le cluster cérébral réagit correctement. Oui. Et ensuite, le cluster cérébral est incorporé dans notre intelligence artificielle pour être exploité et utilisé. Alors après, comment ça se passe ? C'est-à-dire que justement, avec Est-ce que vous avez un exemple ? Parce que je crois que vous travaillez déjà, puisque vous faites des chiffres d'affaires, vous travaillez déjà dans le luxe, avec un leader de l'optique, un spécialiste de l'audition. On comprend que c'est une IA qui doit un peu réagir comme un humain, mais donnez-nous un exemple très concret d'application. Alors, dans les exemples, si on parle par exemple des émotions, ça peut être, vous pouvez directement poster une publicité dans le système et avoir l'avis de tous les clusters cérébraux qui ont été enregistrés. Donc si vous postez par exemple un livre, ou postez une publicité, ou un film, ou une émission de télé, ou un teaser, automatiquement vous aurez le résultat, savoir est-ce que l'intention était bonne, est-ce que c'était, les gens ont été vraiment émus par telle scène, à quel moment il y a une perte d'attention. L'IA aura enregistré avec des vrais humains, se sera entraînée là-dessus. On va montrer ça à cette IA et elle va, à travers tout ce qu'elle a eu comme entraînement, elle va réussir à dire voilà, tiens, je suis ému tristement, joyeusement. Exactement. Etc. Et en fait, jouer, donc ça peut être aussi bien pour l'envoi d'un film, l'envoi d'un livre, et donc les IA peuvent lire en fait directement le livre et donner leur niveau de compréhension, leur niveau d'attention et de réception. Ça marche aussi bien sur les musiques, ça marche un petit peu sur tout. Donc cette IA-là permet en fait de pouvoir gérer énormément de cas d'usage. Forcément, dans l'industrie du luxe, ça les intéresse énormément de pouvoir faire des tests consommateurs, mais en permanence. Donc, pouvoir tester, que ce soit sur l'odorat d'un parfum ou sur le visuel, le choix d'une égérie ou n'importe quoi, d'avoir immédiatement un feedback. On enregistre, nous, à peu près, on vise 300 000 personnes enregistrées mondialement dans notre système à fin 2028, donc mondialement. Là, c'est des gens, c'est des volontaires qui viennent s'entraîner. C'est des volontaires qui viennent passer les enregistrements, qui sont directement clusterisés. Et en fait, notre objectif ensuite, c'est de pouvoir avoir un avis mondial, en fait, sur des éléments. C'est-à-dire, si je veux sortir un produit, que ce soit un site internet ou une interface ou une publicité, avoir un avis immédiat de l'intégralité des clusters. Juste pour vérifier, sur quel type de capteur vous appuyez ? Donc j'imagine aujourd'hui on travaille cérébraux. Oui, on fait de l'IA multimodale, multibiométrique, donc on capte les données cérébrales, mais aussi eye tracking, pupillométrie, battement cardiaque. Et là c'est des partenaires, on précise bien que vous êtes vraiment d'un partenaire. Nous on est éditeur de logiciels. Pour essayer de comprendre dans cet univers de l'IA, où vous situez un peu entre le monde parce que je le disais, le but c'est d'une IA qui réagira comme un humain, parce qu'elle voit, parce qu'elle ressent. Comment on se situe par rapport au modèle LM et au mode les world models. Oui, les world models, comme la start-up Amilabs. Exactement. En fait, HABS c'est un peu un stack de l'intelligence artificielle. En fait, pour nous, aujourd'hui, on a développé un système, d'ailleurs justement, on travaille là-dessus avec Microsoft, pour pouvoir directement permettre au LLM de se connecter à l'humain. Et donc de pouvoir avoir ces informations supplémentaires. Aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu à un LLM, c'est-à-dire qu'il se base sur la réflexion sémantique en fait des éléments, alors que nous, on lui apporte justement la cognition, l'attention et les émotions humaines afin de pouvoir jouer d'empathie. Si on prend par exemple dans le futur des robots qui viendraient à discuter avec vous, si le robot peut avoir accès en fait en instantané à l'intégralité de vos émotions, de votre compréhension et de votre cognition, et il pourra avoir un air un peu plus humain en faisant preuve d'empathie. On travaille notamment dans certains CHU où là l'objectif pour nous c'est sur des robots donc justement qui parleraient avec des enfants, permettre aux robots d'être connectés directement aux informations cérébrales de l'enfant afin d'échanger avec lui de manière mieux comprendre dans quel état d'esprit il est. Plus humaine. Alors on comprend là alors sur tout cet aspect IA émotionnel, l'intérêt d'un Microsoft à travers toutes les briques logicielles que présente Microsoft. Moi, il y a un truc que je trouve tout ça va être intégré dans Copilot, ce genre de choses.
On verra, effectivement. Oui. Quand on regarde la posture Comment on fait ce lien entre ce que fait Microsoft et là ce que fait... En fait, il y a trois éléments qu'il faut comprendre. La première, c'est évidemment, on utilise les technologies de Microsoft pour développer un certain nombre de nouveaux use cases. Donc là, c'est le cas. La deuxième, c'est qu'on est dans notre rôle, d'accompagner les startups et de développer, en particulier françaises. On a un gros écosystème. On est assez fiers, effectivement, de pouvoir développer sur un champ qui est celui-là en plus, qui est, on l'a vu, assez intéressant. Puis le troisième élément, pour répondre à ta question... évidemment qu'on a une posture en fait multimodèle. Si on regarde bien ce qui s'est passé, évidemment, on avait des partenaires privilégiés toujours, OpenAI. On en a d'autres. On travaille aussi avec Mistral, avec tous les modèles, et on voit apparaître plein de modèles spécialisés qui viennent apporter de la valeur. On pourrait voir des modèles tabulaires, par exemple. C'est encore un autre champ pour la prédiction. Et là, c'est un des modèles pour le mettre soit à la disposition, effectivement, de nos clients. Et c'est ça aussi qu'on travaille dans le côté comment on va aider à développer apps sur le marché, puisque les marques de luxe sont aussi nos clients, donc intégrés dans l'univers d'Azure. Finalement, c'est un univers de sécurité qui correspond. Les technologies évidemment, complètement, dans la marketplace, et puis aussi dans ce qu'on pourrait intégrer éventuellement, selon l'intérêt, dans nos propres services, nos propres produits services. Moi, je parlais de Copilot, parce que du coup, je vois bien devant mon écran, avec la compréhension un peu de mes émotions, et de dire, tiens, il a besoin de calculer, on va l'envoyer tout de suite sur Excel. Je vulgarise un peu, mais c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. C'est même, par exemple, vous êtes en train de faire une présentation PowerPoint, et vous pouvez questionner l'intégralité des clusters cérébraux pour savoir s'ils comprennent la présentation ou s'il y a des choses à changer. Oui, donc tous les outils de développement, du coup, parce qu'on voit imaginer aussi sur le code. Il y a tout un champ encore à imaginer, j'allais dire, en termes de cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des cas d'école qu'expliquait Olivier, qui existent déjà, donc ça permet de développer la société. Je pense qu'avec le périmètre mondial de Microsoft, on peut aider aussi, évidemment, à développer la start-up et l'accompagner, encore une fois, pour la porter dans un univers de sécurité. On voit qu'il y a des données aussi un peu sensibles potentiellement. Et puis le troisième élément, effectivement, on peut voir le champ d'innovation que ça peut générer sur un ensemble de produits et services. Je lisais un terme, c'était authentification cognitive. Qu'est-ce qu'on peut expliquer derrière ça ? Alors, notre objectif, c'est de fournir une solution d'authentification. Alors, à la différence, moi, je viens un peu du monde de la cybersécurité. J'ai travaillé notamment beaucoup en empreinte, iris, reconnaissance faciale. On ne voulait pas faire de l'authentification en se basant sur un template. C'est-à-dire que pour nous, prendre les ondes cérébrales et en faire un template biométrique nous semblait extrêmement dangereux au point de vue de l'éthique. Donc, on fonctionne plutôt sur un système, on a un brevet là-dessus, sur un challenge response lié aux pensées. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous faire penser à un élément et ensuite, 2-3 secondes après, on vous fait penser à un autre élément. Et c'est l'unicité qui est derrière votre niveau de pensée, qui est décrypté et qui fait l'authentification. En amont, pour faire, parce que j'ai bien compris la partie logicielle, voir les capteurs avec lesquels vous travaillez, mais ça veut dire qu'en amont, pour justement interroger, décrypter un peu les émotions des gens qui viennent entraîner cette IA, j'imagine que c'est tout un process qui a été travaillé avec des spécialistes de la neuroscience, bien sûr. psychologues, on a 9 docteurs chez nous qui sont spécialisés en neurosciences et en intelligence artificielle, et toute une équipe. On a un gros partenariat avec l'Université de Paris-Saclay et qui nous permet justement de bien avancer sur tous ces sujets. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci Xavier de nous avoir présenté HAPS, donc avec un H, Human Augmented Brain System, Olivier Lecuffier, qui est le fondateur de HAPS. Donc on parle d'IA émotionnelle et tout ça. Vous voyez, c'est vraiment passionnant vers où on va. Et merci encore Xavier Perret, directeur des plateformes Data IA Microsoft Europe, avec sa casquette Microsoft et sa casquette de Tech et Ciné, parce qu'on a envie de revoir beaucoup de films dont tu nous as parlé ce soir. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Mais tout de suite, tiens, restez avec nous. Vous aimez l'automobile, vous aimez l'industrie, vous aimez comment créer des nouveaux matériaux pour l'automobile avec l'IA, vous aimez la tech évidemment, mais il y a un Tech & Co spécial Grand Prix ACF, Automobile Club de France Autotech. Vous allez découvrir des startups, on va voir OP Mobility, on va voir Renault qui vont nous venir parler de toutes leurs innovations. C'est tout de suite, juste après Tech & Co, un spécial Tech & Co Grand Prix ACF Autotech. Et puis nous, on se retrouve dans un instant. Et pour Tech & Co la quotidienne, ce sera lundi soir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.